vous écoutez le podcast Maintenant je vais pour en finir avec les Ah si j'avais et oser une vie professionnelle qui vous ressemble. Je suis Anaïk, j'ai créé AH Accompagnement en 2018 après 15 ans en marketing et un début de vie professionnelle en histoire de l'art, donc plusieurs déjà reconversions et plusieurs vies professionnelles. Je suis là pour vous accompagner donc à oser trouver ou retrouver du plaisir au travail, pour se dire que c'est pas toujours une reconversion 180 degrés, que c'est pas toujours tout plaqué, que ça peut être parfois des petits, des grands ou des moyens ajustements, et que ce qui compte c'est d'aller comprendre justement ce qui va faire que maintenant, vous allez oser bouger avec, dans chacun de ces podcasts, des pistes d'action, que ce soit des podcasts où j'interviens seule ou des podcasts de parcours de reconversion. C'est parti, maintenant, vous allez. Bonjour Barbara, merci d'accepter de participer à ce podcast. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter et ça nous introduira en principe, si tout va bien, le sujet du jour. Eh ben, écoute, merci beaucoup Anaïk, je suis ravie d'être là. Alors moi j'ai un parcours un peu, on va dire atypique, en tout cas caméléon. J'ai commencé ma carrière dans la communication de crise, dans un grand groupe corporate et ensuite en agence de relations publiques. Et puis au bout de 10 ans de communication de crise, je me suis dit mais en fait j'ai besoin de fun dans ma vie. L'histoire dit que je voulais être prof de ski parce que j'ai grandi à la Clusaz. Et que pour mes parents c'était pas un métier, donc mais voilà, le sport ça a toujours été quelque chose de qui a fait partie de ma vie de toute petite, et évidemment le ski et le snowboard en particulier. Et donc après ma première fille, quand elle a eu 2 ans, je me suis dit en fait il faut que je donne vachement plus de sens et puis que j'ai du temps. J'avais envie d'être là à la sortie de l'école, mais en même temps d'avoir un job. Et donc, je suis retournée en STAPS. Donc, inutile de vous dire que pendant 2 ans, en fait, j'ai fait l'inverse de passer du temps avec ma fille. C'est-à-dire que j'ai repris mes études d'éducateur physique, de coach physique. En parallèle, je me formais à la préparation mentale et je suis aussi devenue instructeur de pilates. Et donc, pendant 10 ans, j'ai exercé le métier de coach physique mental, que j'ai adoré, évidemment. Pendant cette période, j'ai écrit 4 ouvrages sur l'application des techniques de préparation mentale au quotidien, notamment au quotidien des femmes. Donc, le plus gros succès, c'est J'arrête d'être débordée, que j'avais coécrit avec une voisine que j'aimais beaucoup. Et du coup, quand je sais pas, après 10 ans, une autre période de ma vie, donc une autre dizaine d'années, avec mon mari, on s'est dit, en fait, on s'embourgeoise un peu, on va approcher de la quarantaine, on a 3 enfants, qu'est-ce qu'on aura envie de leur transmettre? Et le goût de la diversité, de l'aventure, de l'adaptabilité était et forcément une de nos valeurs communes. Et donc, on s'est dit, go, on part aux États-Unis. Donc, on a regardé Londres d'abord, puis après, on s'est dit, on part aux États-Unis. On a fini à San Francisco parce que mon mari est entrepreneur et qu'il avait fait un stage à San Francisco et que ça le faisait rêver d'y retourner. Et donc, nous voilà débarqués à San Francisco. Là, évidemment, je réalise que my English is not really good. Et donc, je galère un peu les 2 premières années. Mais je travaille dans des accélérateurs de start-up pour aider les entrepreneurs à vivre sereinement leur période d'accélération. Donc là, je suis coach in residence pour les entrepreneurs qui arrivent de France et qui font un programme d'accélération aux États-Unis. Et puis au bout de 2 ans, j'ai un entrepreneur qui me dit attends, c'est super ce que tu fais pour nous, tu nous accompagnes sur plein de trucs, sur plein de sujets. Mais en fait, coach, ça veut tout et rien dire. Si t'étais RH, moi, j'aurais adoré t'embarquer dans mes équipes. Et donc, je lui dis,
que la SNAT tienne. Me voilà repartie à l'école et je suis repartie sur les bancs de Berkeley pour faire un master de ressources humaines. Et voilà, et donc là, ça fait 9 ans exactement que je suis DRH pour des startups en forte croissance. Alors en fait, DRH, je suis pas en France, je serais pas DRH en fait, je serais plutôt directrice people and culture avec une vision business partner, c'est-à-dire je les aide vraiment à aligner les talents sur leur forte croissance. Et donc j'ai fait ça à San Francisco et je suis maintenant, je fais ça en France depuis 1 an. Je suis rentrée et je suis basée à Bordeaux. Donc tu vois, Anaïk, la reconversion. Ça me parle. Et ça fait 10 ans presque. Donc, pour la petite anecdote, la semaine dernière, je me suis réveillée en me disant, oh, mais en fait, j'ai entendu une émission, ils cherchent des magistrats. La valeur justice, c'est une autre valeur hyper importante pour moi parce que du coup, on va en parler, mais je fonctionne vachement sur un système de valeurs et de compétences. Donc, je me dis, mais la justice, c'est my vibe. Ils recherchent, ça serait peut-être aussi l'occasion pour moi de contribuer en tant que citoyenne française à quelque chose de plus fort. Voilà, donc c'est la réflexion de la semaine dernière. On n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Donc effectivement, la valeur changement et l'expatriation, parce que j'en ai fait 3, parce que ça va avec hein, quand on a envie de bouger. Donc vous avez des choses communes qui m'ont fait arriver à toi. Et arriver à toi aussi, alors moi sur un des posts que tu écris sur des changements, enfin entre la France et les US, et aussi sur l'impact de l'IA dans le futur du travail, dans le futur tout court d'ailleurs. Et comme je suis pas spécialiste, j'avais envie d'échanger avec toi sur ça, dans le fait que les gens se posent plein de questions autour de ça, en disant, puis comme évidemment on est toujours dans le scénario catastrophe là, mais on n'aura plus de métier, ça va tout tuer, tout. Je voyais encore l'autre jour, ça va tuer les métiers de la com, mais en fait chacun est là sur, ça va tuer tous quoi, hein. Les métiers du graphisme, ça peut tuer les métiers du coaching parce qu'on n'aura plus besoin de moi, on ira poser. Bref, il n'y aura plus de métier, on va être complètement remplacé. Donc de remettre un peu de vraies questions là-dessus. Donc dans ton métier d'aujourd'hui et justement avec l'approche américaine, qu'est-ce que tu vois de réel dans l'arrivée de l'IA sur le monde du travail, dans les entreprises que tu as pu accompagner, peut-être que tu as pu avoir aux États-Unis qui n'est pas encore là, c'est quoi les enjeux réels ou réalistes, des chiffres qu'on peut mettre derrière, des peurs qu'on peut mettre derrière de l'IA? Alors d'abord, il y a un vrai chiffre hein, aux US et en France, mais en France, je pense que la protection sociale et puis l'adoption, elle est plus lente, mais aux États-Unis, il y a quand même un très fort ralentissement à l'embauche des juniors. Il y a une hausse de 13%, ce qui j'ai du jamais vu dans les 20 dernières années aux États-Unis. Et ça, c'est un point critique parce que en fait, ça remplace les tâches apprenantes. Et donc là, on a un petit side effect de l'adoption de l'intelligence artificielle, mais de la technologie, l'engouement de la technologie de la Silicon Valley qu'on adore et et c'est pour ça qu'on aime la Silicon Valley, c'est pour ça que la Silicon Valley est la Silicon Valley, c'est qu'il y a un engouement à la nouveauté et à l'innovation qui est très fort. En revanche, ce 13%, il est quand même impactant parce qu'on va se retrouver avec, à un moment donné, des tâches que les juniors faisaient absentes qui sont automatisées et donc on n'a plus personne pour former les jeunes et on va avoir un problème de transmission de savoir-être en entreprise et de formation de ces jeunes. Donc ça, c'est un peu le side effect. Et puis le bon côté, c'est que le bon côté américain, c'est que en fait, ils ont une approche très fail fast. On fait,
on va apprendre de nos erreurs et puis on va revenir en arrière. Donc là, on l'utilise comme un levier de productivité immédiat parce qu'en fait, il y a une course à l'IA, elle est aussi simple que ça, même si il y a 4 acteurs principaux qui vont avoir le mégalopole, plus monopole, mais le mégalopole de l'IA. Mais il y a plein de startups derrière qui se créent tous les jours sur l'IA et ils bossent comme des fous. C'est le 996, là, ils bossent 12 heures par jour, 6 jours par semaine, parce qu'il y a une course effrénée, qu'ils découvrent des choses, ils testent, et puis ils failent, ils échouent et ils recommencent. Et donc, on peut imaginer dans une version un peu optimiste que ce qui est en train de se vivre sur l'échec, les laissés pour compte, c'est-à-dire les juniors, très vite, les entreprises vont réaliser très vite, la société va réaliser que c'est une erreur. Et comme il y a une grosse flexibilité du travail, ça on débauche, on embauche aux États-Unis comme on va à la boulangerie en France, et j'ose espérer, l'optimiste que je suis, qu'en fait, il va y avoir un réajustement dans un an, pas beaucoup plus, mais Oui, parce que ce qu'on voit quand tu dis les 13%, c'est il y a 13% de recul sur les chiffres d'embauche pour les jeunes, avec des tâches où on dit, dans ce que je pouvais écrire aussi moi, c'est de se dire, typiquement, c'est pas, il n'y a plus de comptable, mais la saisie comptable, c'est plus fait par des gens. La saisie RH, alors ça pouvait être pour le bonheur de certains trucs, parce que c'est aussi des tâches qui n'étaient pas les tâches les plus sympas, les plus gratifiantes, et on peut se dire, on va mettre autre chose derrière, des choses plus chouettes. Ça, c'est bien pour les gens qui sont en poste, les gens qui sont formés, etc. Mais moi, je les appelle les piou-piou, les petits jeunes qui arrivaient. Effectivement, on pouvait pas tout de suite les mettre sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Ouais. Ils commençaient un peu par ça, et c'est ça qui les faisait arriver. Et effectivement, on voit que c'est eux qui sont pénalisés parce que toutes ces tâches plus simples, comme elles sont plus là, t'as pas de step. Il faudrait arriver en sachant tout de suite faire des choses plus compliquées, quoi. C'est ça qui est un peu en train de se passer. Ouais, exactement. Je pense que la marche, elle est plus haute pour entrer sur le marché. Et donc, du coup, il faut plus être piou-piou, faut déjà être canard, quoi. Enfin, pour rentrer sur le marché du travail. Et donc, il faut réfléchir l'approche de l'entrée sur le travail un peu autrement. Et je pense que c'est une approche un peu similaire à ce que toi, tu dois vivre dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question en termes de compétences et plus de job title, quoi. Ce qui fait que, oui, alors c'est ce que je vis moi en accompagnement. Alors c'était une de mes questions, donc tu me fais arriver sur cette question-là. Je sais pas comment toi tu le vis, mais on dit que justement ça change tellement vite. Il y a tellement de choses qui sont en train de se transformer, de tâches qui sont supprimées, d'autres qui arrivent, les boulots qui changent, etc. Que ça peut faire voir dans les recrutements et dans la gestion des personnes, quoi, une vision par compétence. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire j'ai besoin de tel métier, j'ai besoin de gens qui ont tel type de compétences, qui sauront bouger d'un métier à l'autre. Et puis aussi, alors ça on s'en reparlera vraiment parce que dans les soft skills, des gens qui aiment apprendre, des gens qui sont adaptables, nous. Mais en tout cas, moi c'est ce que je dis beaucoup évidemment aux gens que j'accompagne, mais en vrai c'est quand même ça derrière. Ces compétences-là et cette variation-là, moi j'arrive à bien le dire aux gens que j'accompagne parce que c'est des gens qui ont déjà bossé, qui ont donc des compétences. Et qui ont cette envie de bouger, ce goût cette adaptabilité, cette envie de changement, etc. Parce qu'ils sont en train de se dire qu'ils veulent faire autre chose. Pour un petit jeune, si on revient sur eux là, le truc de dire, alors ils sont adaptables, pas toujours d'ailleurs, parce que parfois il y a des 25 ans qui sont moins adaptables que des 40, quoi. Mais comment ils peuvent mettre en place ce truc de la compétence d'entrée qui peut être transférable sur autre chose quand ils n'ont pas un gros background? Comment tu le vois, toi, dans tes embauches, entre autres? Moi, j'aime bien parler de briques de compétences transférables. C'est-à-dire que quand on arrive dans une entreprise, on vient avec des briques de compétences. Et quand on embauche, on espère que ces briques de compétences qui étaient excellentes dans une entreprise vont pouvoir être transférables et dans l'autre entreprise. Ce que moi je rappelle souvent, c'est que en fait on peut être
très bon dans une entreprise et très mauvais dans une autre, en étant la même personne avec les mêmes compétences, c'est-à-dire que l'environnement, le marché, les collègues de travail, les informations qu'on reçoit, l'industrie, tout ça a un impact sur sa propre compétence. Donc, plus on se connaît, mieux on peut aborder soit la reconversion, soit le premier job. Et je pense que ce qui est dur chez les jeunes, c'est cette capacité à se connaître en fait, parce qu'ils sortent avec un diplôme dans lequel on leur dit, avec lequel on leur dit, tu peux accéder à ces jobs-là. Et en fait, c'est une formidable opportunité pour eux de se dire, mais en fait, il faut que je think out of the box parce que c'est plus vrai en fait. Ou alors c'est vrai à un instant T extrêmement court. Donc il faut que ces jeunes-là se reposent la question en sortant de l'école de ce qu'ils veulent vraiment faire. Et donc, il y a un sas de décompression entre eux. Je sors de l'école et je rentre sur le marché du travail qu'il n'y avait pas avant, puisque avant, c'était in and out. Maintenant, il y a une case adaptabilité qui est due à l'évolution des jobs, qui est due le domino, quoi, qui est dû à l'arrivée des outils AI. Et puis qui est arrivé, qui est aussi la conséquence des besoins des entreprises qui changent vite. Comment tu le gères, toi, en interne? Donc, quand tu es en train de gérer une boîte qui scale rapidement, là, et que tu fais du recrutement, si on se parle justement des profils que tu peux rechercher, alors moi, la compétence transférable, donc c'est évidemment mon cheval de bataille, donc ça va être de se dire, tu peux avoir fait des choses dans ta vie d'avant qui sont pas le même nom de métier, etc. Mais ce que tu as appris va pouvoir servir ailleurs. Et en revanche, il peut y avoir des choses, donc ça c'est d'avoir une connaissance de soi et de se dire, alors compétence, et on s'en parlait un petit peu en préparant, compétence appétence, quoi. C'est de se dire, qu'est-ce que dans ce que j'ai fait est une compétence transférable que j'aime faire et que j'ai envie d'avoir, quoi. Pas juste la liste de mes compétences. Et quand on fait la liste de ses compétences en mode un peu classique, là, déjà, il y a tout un tas de trucs qu'on n'aime pas. Et puis, il y a tout un tas de trucs qu'on met dans son métier, quoi, dans sa branche. Mais moi, je le dis, j'analysais de la part de marché, dit comme ça. On s'en fout que j'analyse de la part de marché. En fait, c'est j'aime analyser, comprendre un problème. Et alors ça, tout d'un coup, ça ouvre un champ de possibilités de métier, de perspectives qui sont bien plus grands. Et donc, il y a cette connaissance de soi qui va te permettre de t'ouvrir à tout un tas de compétences transverses. Ce que je vois dans mon métier, c'est que, les gens ne le savent pas, ça, que c'est hyper compliqué à savoir. Mais deux, en face, les RH que je peux accompagner et ce que je vois pour les gens dans leur perspective d'évolution d'entreprise n'ont pas ni les outils ni le temps, souvent, de faire ce travail donc qu'on dit basé compétences dans l'évolution. Si tout change et qu'on a besoin de faire une évolution basée compétences, et si toi, tu es plus formé à le faire parce que tu as eu cette approche, ma question est hyper longue, j'ai bien conscience. Hein. On va la résumer. On va la résumer. Donc, si on dit, j'ai envie d'avoir une évolution basée compétences parce que ça change, les métiers évoluent et tout, et si je me base sur une fiche de poste, si ça se trouve, le poste, il sera plus le même dans 3 mois, donc ça n'a plus aucun sens. Comment toi, tu le vis aujourd'hui? Comment tu le mets en œuvre dans tes recrutements et dans tes évolutions de poste, quoi? Alors, tu parlais de soft skills tout à l'heure et l'adaptabilité est évidemment une compétence qu'on peut voir en entretien avec le parcours. Donc moi, en startup, j'aime beaucoup un profil avec de la curiosité, donc des profils qui viennent poser des questions, qui se sont renseignés sur la boîte, qui comprennent un peu les enjeux, qui ont fait pas fait les homework, qui ont fait plus que ça, qui montrent qu'ils ont de la curiosité et que la curiosité, elle va au-delà de j'ai vu sur votre Instagram, ou votre LinkedIn que vous faisiez ça. Donc ça, c'est la première chose. L'adaptabilité, c'est en fonction de leur parcours. Donc et comment ils le racontent. Donc moi, je suis inspirée de la Silicon Valley, en tout cas de mes 10 ans. J'aime que le candidat vienne me raconter une histoire.
et pas juste me dire je vais être rédacteur web. Bah non, en fait, moi je préfère qu'ils me disent je veux aider les marques à clarifier le message complexe pour convaincre un client, tu vois, enfin changer les modes de je sais pas, d'alimentation, de sport, enfin de pratique du sport, etc. Mais qui raconte une histoire plutôt que quelqu'un qui est très scolaire et donc là qui n'aurait pas eu de sas de décompression. Et moi, je suis absolument fan des gens qui font des comment on appelle ça, des breaks, enfin des années pas sabbatiques, mais des années de curiosité ou quelques mois de curiosité où les gens vont voyager, vont s'inspirer, rencontrer des gens, etc. Et qui d'ailleurs apprennent sur eux-mêmes et viennent et nous racontent une histoire qui est pertinente. C'est-à-dire, si tu es là, c'est que c'est pertinent, c'est que toutes les briques de ta vie, de ce que tu as appris, de qui tu es, ça va faire du sens dans la boîte et que du coup, tu vas blossom, voilà, tu vas t'épanouir et donc en t'épanouissant, bah, tu seras performant et c'est tout bénef pour toi et c'est tout bénef pour l'entreprise. Et là, les LLM, c'est absolument génial pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil pour tricher, c'est un outil pour nous coacher, nous préparer, nous aider à nous révéler nous-mêmes. Donc voilà, moi j'attends pas d'un candidat qui me fasse un copier-coller de ChatGPT. D'ailleurs, j'attends d'un candidat qui passe son CV, les lettres de motivation, y compris son tout petit mail dans ChatGPT, parce que les fautes d'orthographe, c'est quand même, moi je les tolère, mais pas beaucoup de gens autour de moi les tolèrent. Mais donc voilà, donc utiliser ChatGPT, les jeunes qui savent déjà utiliser les LLM parce que ça fait 2 ans qu'ils les pratiquent et qu'ils ont compris le sens même d'un LLM. Alors, comment ça les empower et c'est pas juste ça fait à leur place. Bah là on y est en fait, c'est quelqu'un qui a envie de jouer avec la technologie, c'est quelqu'un d'innovant, quelqu'un de curieux et quelqu'un qui a su s'adapter à l'outil Donc banco. Quand tu dis effectivement, alors ce que je retiens de ce que tu dis, alors je le retiens évidemment parce que c'est aussi les messages que je veux donner derrière, mais je dis souvent aux gens sur l'envie enfin quand tu es en reconversion, quoi, bah, il y a le truc de ouais mais personne va vouloir que de moi. Alors il y a en France, on n'aime pas les gens qui sortent de si j'étais aux États-Unis, ça serait etc. Je dis mais attends, en France, ça va. Déjà, on a évolué. Il y a quand même, on est hyper nombreux. Non mais c'est pas à l'ère à l'ancienne quoi. Non mais un peu. Alors après, je sais que Oui. c'est un regard biaisé, mais moi j'accompagne aussi les gens qui rentrent d'expatriation. Et donc ils ont cette crainte de. Je dis ouais mais attends, t'es parti il y a 20 ans quand même. La France d'il y a 20 ans n'est quand même plus tout à fait la France d'aujourd'hui. C'est vrai. Il y a beaucoup quand même de Français qui partent en expatriation, qui vont à des moments à l'étranger, qui font eux-mêmes des reconversions, des parcours qui switchent, qui croisent, etc. Donc il y a quand même tout un tas de gens qui ont le parcours comme le tien, ou moins comme le tien, mais qui ont cette envie de gens qui sortent un peu moins du moule. Et on est d'accord, pas partout. Mais l'idée, on est très d'accord, pas partout, pour en avoir vu beaucoup. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, on peut aussi aller chercher les endroits où ça va être valorisé. Et il y a quand même des environnements où les gens qui sortent un peu du moule, qui n'ont pas le même truc, enfin voilà, le parcours où tout le monde fait tout pareil, et ben on va dire cool, c'est une force et c'est ce dont on a besoin aussi pour le monde de demain. Parce que ça va beaucoup bouger. Donc, si tu as l'habitude que tu as fait telle école, tu vas dans tel truc et tu restes 20 ans et puis tu te tais, bah, ça va pas bien marcher, quoi. Donc, ça donne de l'espoir d'entendre que tu dis ça et que tu aimes bien ça. C'est le premier message que je retenais. Le deuxième, et je ne prêche pas que pour ma paroisse, mais c'est quand même de se dire que par contre, il faut savoir le raconter, quoi. Et se dire, Oui. pourquoi c'est de ça que tu sais que tu arrives à tel endroit, pourquoi c'est notre boîte, en disant autre chose que moi, je suis passée par chez L'Oréal et la RH me disait parce que vous êtes leader sur le marché. Bon, c'est le cliché, mais quand même, peut-être autre chose. Peut-être tu peux trouver un autre argument. Et donc, des choses où tu vas savoir quand même mettre en avant là où ça matche avec la boîte, là où tu as un vrai intérêt, les liens sur ton parcours, ce qu'on appelle ton fil rouge, etc. Et effectivement, ça se travaille, soit coaché, soit aussi après, moi, je trouve que là où c'est utile d'aller sur l'IA,
Pas forcément pour le faire ressortir le plus, mais après surtout pour le rendre fluide, quoi. Pour Ouais, l'écrire, pour le rendre à l'écrit, pour faire les petites phrases, les pitchs et tout. Moi, je travaille beaucoup comme ça en accompagnement, quoi. ouais, bien sûr, sur le contenu, en fait, il faut l'utiliser comme son coach ou son laboratoire personnel. Alors, coach pro, hein, j'entends, hein, enfin, limite pas psy, ce n'est pas Oui, un d'accord. psy, mais c'est plutôt un brainstormer, donc utilisé pour brainstormer. Voilà, il faut l'utiliser comme un laboratoire personnel, quoi. Il faut se dire que il est là pour vous challenger et qu'il sait ça, il sait très très bien faire. Et ensuite mettre des mots derrière nos pensées. En revanche, faire des copier-coller purs. Ouais. Après, il faut quand même vous dire faut quand même dire au candidat que entre la lettre et l'oral, s'il y a un trop gros décalage, on va s'en apercevoir. Donc, Ouais. la cohérence du candidat, c'est un truc très important. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et donc, du coup, quand on écrit parfaitement dans un langage qui n'est pas le nôtre parce que, voilà, on préfère parler naturellement et qu'on n'a pas fait des études de lettres, mais très bien, mais Ouais. essayez d'écrire le plus proche possible de ce que vous dites. Et donc d'ailleurs, avec les LLM, je vous invite à utiliser l'oral, en lui parlant à l'oral et pas en écrivant, parce que ça, c'est quand même pas les mêmes. En ayant une conversation avec lui, parce que quand on s'exprime à l'oral, d'abord on s'entraîne pour les entretiens, et puis on exprime un tout petit peu plus spontanément ce qu'on a dans la tête. Et lui est capable d'analyser votre niveau de langage, même un peu d'émotion en fonction du wording que vous utilisez. Enfin, c'est l'oralité est hyper puissante avec les LLM. Donc soyez cohérents, quoi. N'envoyez, Oui, voilà. bah, pas la... Ouais. Oui. Je sais pas si tu as déjà eu le cas, parce que tu es plutôt sur des startups, des choses comme ça, donc c'est peut-être moins enfin, tu as peut-être moins eu le cas, mais si tu vois des posts qui sont en train d'être supprimés, ou si tu... Le conseil, il est pour quelqu'un qui se dit, oh là, moi, mon type de métier, ou même mon poste, etc., ça pue, pour parler un peu clairement. Mmh. Ça, bientôt, ça va plus exister, etc. Quelqu'un qui serait dans cette réflexion-là, alors moi, dans les reconversions, j'y réfléchis pour se dire, on va pas aller se reconvertir dans ce type de métier, parce que ça, c'est clairement pas l'avenir. Mais si on est sur un poste où on se dit, c'est pas l'avenir, comment ça se travaille comme RH notamment, est-ce que c'est accompagné par les entreprises? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil sur quelqu'un qui se pose ces questions-là en interne déjà? Alors en interne c'est très peu, hein. Moi je conseille surtout, enfin on travaille, j'ai des groupes de RH, des groupes de AI leadership dans lesquels je m'inscris pour qu'on réfléchisse à l'accompagnement de l'évolution des jobs. Aujourd'hui très clairement il y a pas on n'est pas aux États-Unis, hein, donc on n'a pas coupé et puis de toute façon on serait dans la rue sinon, mais on en aura entendu parler. On n'a pas coupé de poste. En revanche, pour comprendre l'évolution, je pense que il faut missionner les RH, il faut les faire monter en compétences. Et dans toutes les boîtes, les grands groupes, les petites startups, ça va être la personne, le business partner essentiel pour faire évoluer les méthodes, les métiers, la transformation, accompagner les gens sur de la formation, sur les mindsets d'adoption de l'intelligence artificielle. On va pas poser des outils d'intelligence artificielle sans accompagner les gens. Donc, je pense que là, les RH et les managers vont avoir un peu de boulot. Maintenant, je suis en reconversion, je cherche un job et je me dis, ben voilà, CRM, ça va être un peu automatisé. J'ai plus envie de. Est-ce que ce métier va avoir l'impact? La première chose qu'il faut faire, c'est parler à des gens qui font ce métier-là.
Il faut aller les rencontrer et leur dire est-ce que tu utilises Léa, comment ça va évoluer. Il faut aller donc du coup chercher évidemment des profils qui sont dans des plus petites boîtes, notamment dans des boîtes tech type startup, en leur disant comment ton job, ou des consultants. Il faut regarder sur LinkedIn, aller chercher des profils en disant est-ce que tu as 10 minutes pour moi, je voudrais faire ce métier, j'ai l'impression qu'il évolue, est-ce que tu aurais 10 minutes pour moi pour m'aider à comprendre cette évolution. Et puis la deuxième chose que moi je dis souvent, c'est réfléchissez à l'impact que vous avez envie d'avoir dans une entreprise, dans le monde. Réfléchissez en impact et pas en job description. C'est en compétences et en impact. C'est qu'est-ce que vous avez envie de changer, qu'est-ce que vous avez envie d'influencer. Et voilà, se poser cette question plus que donc ça, c'est prendre un peu de distance par rapport au job desk et aux offres qu'on trouve sur LinkedIn, sur France Travail, ou je ne sais pas où. C'est vraiment se détacher un peu, puis aller se confronter au marché en vérité. Alors, moi, quand je fais réfléchir à qu'est-ce que peut être la suite, il y a une partie où je fais travailler comme ça. Mon modèle, il s'appelle quoi, pourquoi, comment. Le quoi, c'est quelles sont les appétences que j'ai envie d'avoir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées. Et le pourquoi, c'est quoi l'impact que j'ai envie d'avoir et dans quel secteur. Et en disant, mais en fait, il y a des milliards de secteurs. Donc, je peux avoir envie d'avoir un impact médical, je peux avoir envie d'avoir un impact sur la justice, parce que je me dis que le monde n'est pas juste et que ça me pèse. Je peux avoir envie d'avoir un impact sur le corps à des moments en me disant, le corps, on n'en prend pas soin. En fait, il y a des milliards. Moi, je dis, quand on est maman, la réponse à la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» c'est avoir un impact sur le monde. Donc, tout plus ou moins a un impact, et se poser cette question-là et après être en adéquation avec ce qu'on aime faire, la réponse, ça va être là. Et puis, au milieu de ça, l'IA, pour moi, est un des critères, quoi. Mais comme le salaire, comme plein d'autres critères. C'est juste qu'il y a des moments où, au milieu de ça, il y a des métiers qui vont être sûrement pas trop en devenir, et puis d'autres plus ou moins, et d'autres, ça va être juste des bouts d'IA qui vont être transformateurs. Le métier des RH est en train de bouger avec l'IA, mais il y aura toujours des RH, quoi, à mon sens. Et même coach, parce qu'on me dit beaucoup, là, les métiers d'humain vont être épargnés. Je voyais une blague comme ça hier avec une esthéticienne qui mettait « On ne sera jamais épilé par une IA ». Excellent. J'aime beaucoup l'humour. J'aime beaucoup l'humour. Et donc, effectivement, a priori, bon voilà. Pas encore. En Chine, les humanoïdes, ils sont déjà bien. Ouais, il y a des trucs. Bien avancés. Mais donc il y a des choses, et après sur le coaching, il y a des IA de coaching, il y a des choses où le coaching, on peut faire du coaching augmenté, il y a plein. Mais la question, elle est plutôt sur la médecine, où j'accompagne beaucoup. Il y a beaucoup de choses avec la tech qui va être de l'amélioration, quoi. Ouais. Donc on peut aller se poser les questions comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Et puis il y a souvent des déclics, tu vois. Moi, vraiment, quand j'ai décidé de retourner en STAPS, etc., c'était vraiment la communication de crise. Il y a eu un moment donné où c'était plus possible. J'ai travaillé pour la communication de crise du tunnel du Mont Blanc. Le tunnel du Mont Blanc, c'est 38 morts, ou 39. C'est une erreur humaine. C'est sous le stress, quelqu'un qui décide d'appuyer sur le bouton d'accélération des ventilateurs au lieu d'extraction de la fumée, pardon. C'est une erreur humaine sous stress. Donc, il y a un moment donné, quand on vit ça, etc., on se dit, mais en fait, il faut. Moi, c'était une évidence que j'avais envie de bosser sur cette gestion du stress et qu'il fallait que je ne le vive plus de l'intérieur, mais que je puisse aider les autres à gérer leur stress. Et le sport était ma passion. Donc, en fait, j'ai lié les deux. C'est-à-dire, il y a une évidence. On ne veut plus quelque chose. On a quelque chose en nous. Et donc, les deux, c'est cette magie-là qui est géniale. Et souvent, effectivement, la magie, c'est toi qui l'a fait ressurgir si les gens connectent pas les dots. Mais il faut se laisser il faut vraiment se laisser le temps d'être tolérant avec soi-même déjà,
et de s'écouter et d'essayer vraiment d'aller chercher dans ce qu'on a vécu, ce qu'on ne veut plus. Ça, c'est hyper facile. Et puis ce qu'on veut, et là, il faut se faire aider. Oui, souvent, on sait ce qu'on veut plus, mais je disais l'autre jour, souvent ça ne marche pas de mettre dans le GPS, voilà où je veux pas aller. C'est un bon point de départ, mais c'est un bon truc Très juste. Qui te mène, hein, de dire c'est no way, maintenant ça c'est fini. Ouais. Mais après, il faut aller chercher effectivement ce qui va te redonner l'envie et le sourire, etc. Ouais, ça t'aide à prendre une décision. Ouais. À arrêter une situation, prendre une décision, mais ça ne te met pas en mouvement. Ouais. Et donc après, c'est comment je me mets en mouvement pour aller chercher un nouveau métier, une nouvelle compétence, apprendre quelque chose. Enfin, ouais. Tu vois, alors tu as forcément dans tes discussions les résistances sur, parce que là on dit tout ce que ça transforme, etc. Sur, donc en dehors de ça va tuer des métiers, etc. Mais aussi ça gaspille de l'énergie, on est sur des choses où c'est utilisé n'importe comment, etc. Moi je trouve ça très chouette quand c'est sur des choses, par exemple sur les détections médicales, ça a fait des améliorations énormes. Sur des choses, alors l'impact, passer de l'un à l'autre est pas foufou, mais l'impact que ça a à moi sur ma gestion administrative, c'est sur mon petit impact, mais quand même, mais quel bonheur quoi au quotidien. Ouais. Donc il y a plein d'impacts chouettes. J'essaye moi de pas l'utiliser pour des trucs où je me dis, quand j'ai vu par exemple les packs, les starter packs, là, les images starter packs, moi ça je me dis ça n'a aucun intérêt, je vais pas utiliser du GPT pour ça. Non, mais même socialement, même socialement, professionnellement, ça n'avait pas d'intérêt. Mais sous blister, bon. j'étais pas fan. Ouais. Mais les images Ghibli, je me disais quelle idée, le gars il est contre et tout. Bon, donc il y a des trucs où je n'y vais pas parce que je me dis ça ne sert à rien, ça n'apporte rien au monde, ni à moi quoi, etc. Et puis il y a plein de trucs où c'est le sens du progrès. J'entends que ça dépense de l'énergie. Comment tu le vis ça pour toi qui est au cœur des métiers où il y a plein de boîtes qui sont là-dedans à fond? Alors, t'as deux exemples de deux personnes que j'ai interviewées dans mon podcast C'est My Job. Donc, un radiologue qui explique l'impact de l'intelligence artificielle. Et là, on se dit, c'est une évidence que, évidemment, ça va faire avancer la médecine. Évidemment, ça va sauver des gens. Et il l'explique très bien. Il avait eu une garde la nuit avant l'interview. Il explique ce qui s'est passé, etc. C'est absolument vraiment game changer quand lui explique à quoi ça sert l'IA. Et puis j'ai eu une fille qui a lancé une entreprise, enfin une start-up sur l'impact, enfin la mesure de l'impact de l'IA dans les boîtes. Et elle te dit, par exemple, s'il te plaît, merci, c'est 18 piscines olympiques juste en France, tu vois, ça consomme de l'eau, ne dites pas s'il te plaît, merci, et essayez d'avoir des comportements, ne demandez pas la recette de la tarte au citron à ChatGPT, etc. Donc, il y a des astuces, effectivement, et en France, les gens sont très réfractaires et vont chercher, en fait, d'abord, très sincèrement, sans faire de French bashing, parce que je suis rentrée, parce que les États-Unis, on marche sur la tête et que je suis intimement convaincue que finalement, sociétalement, on va mieux s'en sortir que d'autres pays. Économiquement, c'est une autre histoire, mais donc sans faire de French bashing, mais quand même, le français est révolutionnaire dans l'âme, moi je dis tout le temps. Hein, et donc du coup, on coupe des têtes avant même de mettre en place des choses ou avant même d'avoir testé des trucs. On est philosophe, les révolutionnaires, donc on réfléchit beaucoup, on remet en cause. Donc le changement c'est long, et donc typiquement, on va se servir de l'écologie pour se dire ah non mais moi j'y vais pas parce que c'est pas écolo. Moi déjà ces gens-là, je leur dis alors explique-moi au quotidien ce que tu fais écologiquement. Et là, cohérence. C'est-à-dire généralement, c'est des gens qui compostent pas, qui font le Black Friday. Tu vois, donc moi, quand on vient m'attaquer sur l'écologie, moi je dis d'abord, soyons cohérents. C'est-à-dire que si vous êtes complètement aligné au quotidien sur l'écologie et que vous êtes un éco-citoyen dans l'âme et que vous faites plein de trucs pour sauver la planète,
Ok, ben ça veut dire que vous avez un profil aligné et moi je comprends que vous ne l'utilisiez pas. Mais qu'on rejette toute la faute du changement climatique à une intelligence artificielle alors que le changement climatique, ça fait quand même 20 ans qu'on dit que ça va pas et qu'il y a d'autres trucs, je trouve ça un peu fort de café. Voilà. Mon sentiment et voilà et moi perso j'utilise Léa et je composte voilà je limite mes achats pour être bien avec soi-même et voilà moi je sur mon impact citoyen j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal, je pourrais faire bien mieux mais voilà donc du coup c'est avec vous et vous-même j'ai envie de dire ce point. Je crois que je t'ai déjà posé beaucoup des questions que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis que tu avais envie de rajouter des conseils, quelque chose dans le à faire et à ne pas faire, en tout cas pour bien prendre ce virage qui est en train de se faire dans tous les cas? Moi, je crois beaucoup qu'il y a, en tout cas dans les pratiques RH et puis dans le monde du travail, il y a quelque chose qui va évoluer, qui est encore une fois la fiche de poste et les diplômes. Alors, du coup, on va sortir avec quelque chose qui va nous dire que potentiellement on peut faire ça ou ça. On peut faire du marketing, du business, des ventes. Mais l'essentiel, c'est de construire soi-même très tôt son skill-based organization. Alors, du coup, j'ai une base de compétences lesquelles vont pouvoir évoluer avec le temps très vite. Et puis, mon système de valeurs, lesquelles j'ai envie de garder, lesquelles vont évoluer, et donc qui va définir le type d'entreprise dans lequel je vais travailler. L'IA ne va pas changer le bonheur, ce qu'on appelle le bonheur au travail, mais l'épanouissement, j'aime pas trop le bonheur parce que il est défini par soi-même, mais son épanouissement personnel. Ce qui va changer, c'est la productivité, donc votre performance individuelle, et donc il va augmenter forcément le ROI de l'entreprise sur votre poste. Mais il va pas venir vous rendre plus happy. Peut-être il va vous économiser, ça va vous économiser 2 ou 3 heures par semaine ou par jour, tant mieux. Mais quel métier, quelle tâche et responsabilité, encore une fois, quel impact vous avez tous les jours pour vous permettre de vous épanouir au boulot et donc d'être plus performant, vous ajoutez ces deux combinaisons avec l'IA, vous allez être top performant et donc vous allez être hyper bien dans votre job. Donc il faut aller chercher ça, ses compétences à soi qui vont ses propres compétences qui vont pouvoir évoluer, celles qu'on va apprendre au fil du temps et puis l'industrie, le type d'entreprise, l'industrie, les gens avec qui on aime travailler, etc. Et que parfois, il vaut mieux faire un peu de concession, il vaut mieux passer à côté d'un job. Moi, je dis souvent, quand le job, il t'est passé sous le nez, c'est qu'il y a une raison et qu'il y en a un autre derrière qui va arriver pour toi et qui sera bien meilleur. Donc, voilà, il faut vraiment garder cet optimisme sur son travail. On va pas devenir des robots, en fait. Au contraire, on va être des humains plus efficaces. Et après, qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce temps qu'on va libérer. Qu'on va gagner, ouais. Je voyais l'autre jour que pouvoir aussi avoir un esprit critique sur tout ce qui nous est bombardé de plus en plus allait être une des compétences clés. Et moi, je me dis que du coup, les profils là que moi qui me suivent forcément parce qu'ils aiment changer, évoluer et apprendre, et ben du coup, tant mieux parce que c'est eux qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu et ils auront qu'à aller postuler chez toi. Comme ça, Mais ils ont le temps de changer, ils ont le droit de sûr. changer. Ouais, et de chercher des endroits où tout ça, ce que je disais tout à l'heure, hein, mais va être valorisé et apprendre à le valoriser si besoin et pas à se cacher derrière ah, j'ai un trou dans mon CV, j'ai pas un parcours linéaire, excusez-moi quoi. Ouais,
Ouais, et c'est pas grave et t'as raison sur l'esprit critique, hein, c'est sur les études là de Stanford, c'est la compétence qui va être qui va changer le le monde si tout le monde garde son esprit critique parce que trop d'informations circulent, on devient on est voilà bombardé d'informations parce que tout le monde devient créateur de contenu finalement. C'était déjà un peu le cas avec YouTube, mais là avec l'IA c'est complètement hallucinant. Merci beaucoup pour ce partage, c'était très intéressant et de découvrir aussi les points communs où j'avais pas tous en tête, mais voilà, de ces multi-changements. J'espère que ça aura donné à tout le monde une vision plus éclairée, perspective de l'IA sur le monde du travail. Et voilà. Et tu as un mot de la fin à rajouter, quelque chose que tu veux rajouter peut-être? Et ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé cette conversation et je pense que si on doit retenir quelque chose, c'est voilà, restez curieux et n'hésitez pas à vous faire aider quoi. Oui, merci beaucoup. Et après, n'hésitez pas, voilà, à chercher des DRH aussi curieux et qui ont envie de profils curieux, puisque donc ça existe et ça permet d'avoir de l'espoir sur le monde du travail. Merci beaucoup, Barbara. Merci à toi, à très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Maintenant je vais. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Pourquoi pas un peu de courage pour passer à l'action, pour ce fameux premier petit pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec des petites étoiles, un commentaire, en le partageant à quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Maintenant, c'est à vous. Et si on se dit maintenant je vais, ben vous allez faire quoi après avoir écouté ce podcast et cet épisode précisément? Peut-être que dans celui-ci, je vous ai donné un exercice où vous avez eu une idée tout de suite et que c'est tout facile. Si ça ne vous vient pas, eh ben je vous propose une idée toute simple de télécharger le test offert évidemment Est-ce que je dois changer de job ou le guide Trouver le bon projet. Il y a aussi plein de ressources et d'articles sur le blog, mais ces deux tests sont un très bon premier pas. Donc si vous n'avez pas d'idée précise en sortant de ce podcast de quelle pourrait être votre première action, et pour ne pas rester en mode j'écoute des tas de podcasts mais je ne fais rien de précis, et bien ces deux guides sont une bonne première action à lancer. Alors à vous de jouer et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.